Depuis le 17 janvier 2012, le Mali connaît la énième rébellion touareg au nord de son pays. Le massacre d'Aguelok, la chute de Tessalites sonnent comme un cuisant réveil. Ce mécontentement va entraîner une mutinerie de soldats allant jusqu'à emporter le régime du président Amadou Toumani Touré. Si la junte dirigée par le jeune capitaine Amadou Sanogo n'est pas adoubée par la communauté internationale ainsi que l'ensemble des grands partis politiques maliens, certaines figures du Mali, eux, saluent ce coup de force. Peu de gens ont été surpris par cette crise parce que le pays était bloqué, hein, comme un peu partout. Le chômage, la paupérisation, beaucoup de gens obligés d'émigrer. Donc ces jeunes qui sont sortis, ces jeunes soldats, et qui protestaient contre l'incurie de l'armée, n'ont pas eu de difficulté à faire tomber le pouvoir parce que le pouvoir était déjà par terre. Mais quand le coup d'État s'inscrit dans ce contexte et que les gens se disent mieux vaut les militaires que des démocrates corrompus, moi je crois qu'il faut laisser le temps à ceux qui sont en situation de se parler entre eux. Et nous, on a déjà passé par une dictature militaire, donc ce n'est pas les Maliens qui veulent de la dictature. Mais quand ils n'en veulent pas, c'est aux Maliens de le dire. S'il faut porter la charge des difficultés qu'on a aujourd'hui sur seulement le système ATT, je crois qu'il faut être objectif dans l'analyse. Ce qui s'est passé le 21 mars dernier doit nous interroger tous un peu sur le parcours. L'équipe ATT, quand elle est venue, déjà elle est venue dans de très mauvaises conditions parce que tout le monde se souvient de 2002. 2002 au niveau politique, ça a été de grands déchirements. Et malheureusement, le dispositif institutionnel et politique qu'ATT a mis en place en tant qu'indépendant, ça a été non seulement de marginaliser, mais d'affaiblir toutes les forces politiques. En réalité, la crise est globale, c'est une crise mondiale. Cette crise mondiale a des expressions locales. On vivait dans un climat de mécontentement généralisé à tous les niveaux et dont moi j'inclus la question touareg dans cet échec du modèle de développement. Et la CEDEAO vient ajouter à la violence militaire, la violence institutionnelle et financière qui consiste à dire on va asphyxier ce pays jusqu'à ce que ceux qui ont pris le pouvoir retournent dans les casernes. Bon, nous, on trouve que c'est infliger une punition de plus aux pauvres Maliens qui ne sont responsables, qui ne sont pas responsables de cette situation. Et c'est pour cette raison que moi, je me suis prononcée. Le Mali fait partie aussi d'une communauté africaine auquel nous avons librement adhéré et qui a institué des principes auxquels nous avons librement adhéré. Et nous-mêmes, je me souviens très bien, le Mali, quand il y a eu le coup d'État en Sierra Leone, le Mali a envoyé des troupes pour aller remettre en place le président Tidiane Kaba. Donc nous avons participé à des opérations similaires, alors nous sommes très mal placés aujourd'hui pour dire qu'on ne peut pas nous appliquer ces principes. C'est un grand dommage que 20 ans après, on en soit un coup d'État militaire qui met fin, qui tente d'arrêter l'expérience démocratique en cours dans notre pays. C'est un grand dommage pour l'ensemble des Maliens, c'est un grand dommage pour l'ensemble des démocrates. Quand vous êtes dans un système vertueux et que ceux qui se proclament démocrates sont respectueux de la loi, de la Constitution, mais ils ne respectent pas la Constitution. D'abord, il y a un dispositif qui dit que lorsque l'un des pays est attaqué, on lui vient en aide. Le Mali est attaqué et par Al-Qaïda, Amsardine et des rebelles qui reviennent, mais cette fameuse communauté internationale et la CEDEAO n'a rien dit. Et donc, est-ce qu'il faut croire que cette menace sécessionniste et terroriste est moins grave qu'un coup d'État soutenu par le peuple malien? Une couche de la population est venue se donner le libre droit de remettre en cause ce que collectivement nous avons dessiné. Je crois qu'il faut qu'on se lève collectivement pour faire face.
Maintenant, ce que la CEDEAO a fait, la CEDEAO n'a fait qu'appliquer des principes que nous avons convenus avec elle. Et je crois que bon, il faut qu'on accepte cela. Et au lieu de stigmatiser la CEDEAO, sans laquelle aujourd'hui nous ne pouvons pas sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est peut-être de voir comment nous pouvons faire pression pour que le groupe qui s'est donné la liberté de décider à la place de tout le monde, ce groupe revienne à la raison. La CEDEAO n'a pas demandé autre chose. La CEDEAO dit qu'il faut que le groupe respecte ce que les Maliens collectivement ont décidé. Sans être dogmatique, je pense qu'il faut des principes dans la vie et il faut respecter les principes. C'est pour ça que quand le coup d'État s'est passé, après le moment de désemparement, je pense que la position que j'ai adoptée, c'est de dire les principes aujourd'hui qui va nous permettre, l'application des principes qui va nous permettre de sauver la situation, c'est qu'il faut qu'on respecte les principes républicains. L'ensemble du peuple malien s'est doté d'une constitution. Aucune couche, aucune portion de la société malienne, quelle que soit sa puissance, quels que soient les moyens, ne peut déchirer cette constitution pour mettre autre chose à la place. Alors moi je dis, les principes sont faits pour quoi? Les principes sont faits pour être appliqués ou les principes sont faits pour produire des effets? Quand les effets produits sont négatifs, mais on marque un temps d'arrêt. La démocratie est en crise partout. Donc il faut profiter du cas malien pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment les Maliens veulent s'en sortir seuls, comment on les accompagne. Il faut écouter les Maliens pour les accompagner. Mais on ne peut pas venir taper sur la table, c'est une autre forme de dictature. Et une dictature de la part de chefs d'État et, bon, allez savoir si leurs propres peuples sont contents d'eux. Nous voulons prouver aujourd'hui au monde entier que c'est une démocratie dans nos pays, c'est une démocratie affairiste, corrompue, clientéliste. Alors si c'est ça qu'on a prévu pour les Noirs et les pauvres, qu'on nous le dise. Ce n'est pas une démocratie avec les gens. Toute cette bande sahélienne est immensément riche d'uranium, de pétrole, de gaz dont l'Occident a besoin. Et l'Occident, pour accéder à ces richesses, a besoin de porter au pouvoir des hommes en qui il a confiance. Ils ne sont pas en train de dire, en fait, le fin fond du débat, quand ils parlent de l'ordre constitutionnel normal dans un système démocratique anormal, c'est parce que la normalité consiste pour eux à avoir quelqu'un dont le profil leur convient. Je crois que les priorités du nouveau locataire de Koulouba, c'est un pouvoir transitoire qui aura deux missions fondamentales à mon avis. Créer les conditions d'un dialogue pour retrouver l'intégrité de notre territoire. Les conditions d'un dialogue, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui rétablir les rapports de force face aux groupuscules qui s'agitent, qui veulent amener la partition du territoire. Mais aussi, il faut accepter, une fois que les rapports de force rétablis, de s'asseoir avec ces groupes, qui sont des Maliens malgré tout, et de parler avec eux pour qu'on trouve une solution pérenne. Donc, comment rétablir l'intégrité de notre territoire, c'est la priorité des priorités. Et il faut, deuxièmement, que nous puissions aller à ces élections qui ont été interrompues. Ce n'est pas notre première rébellion. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'à la faveur de la destruction du régime de Kadhafi, ils ont pu disposer d'armements qui font leur supériorité sur une armée nationale malienne sous-équipée, mal encadrée. Donc, on se trouve dans cette situation où quelque chose une réalité qu'on avait d'habitude de gérer, au niveau sous-régional en tout cas, et prend une dimension extrêmement grave. En plus de l'armement, il se trouve qu'ils sont accompagnés par Al-Qaïda et les islamistes en Sardine. Donc, voici un groupe, disons, pas homogène, avec des objectifs différents, bon, qui tombe sur un Mali en crise. Il y a un groupe armé qui a profité de situations conjoncturelles, d'abord le retour des Libyens dans la zone. Je dis bien les Libyens parce que la plupart, beaucoup de gens qui sont revenus, même s'ils sont d'origine malienne, ce n'est plus des Maliens, c'est des gens qui sont de la Libye. Donc nous avons une armée
libyenne qui nous a envahis, vu les problèmes qui sont passés en Libye. Cela est venu trouver une tradition un peu de révolte et de banditisme que cette zone a toujours connu. Bon, il y en a qui en ont profité pour former des forces armées qui se sont mis à combattre le Mali au moment où nous-mêmes, notre armée avait de grosses difficultés parce que cette armée n'a pas été beaucoup gérée. Voilà ce qui a produit aujourd'hui les difficultés dans lesquelles nous sommes. Si l'OTAN n'avait pas détruit la Libye et la rébellion n'aurait pas pris cette ampleur, la nature de l'armée malienne aurait continué à poser des problèmes, mais pas comme maintenant. Je pense que nous pouvons nous réarmer pour qu'on crée les conditions pour sortir de cette situation en tirant les leçons de 20 ans, sinon de 50 ans de mauvaise gestion et d'erreur. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.